14 septembre 1952, 8 heures du soir. Le soleil se couchait. Alors que le ciel était entre le bleu et l'orangé et que les plus hauts bâtiments de la ville rayonnaient d'une sublime lueur flamboyante, les rues s'assombrissaient. Après avoir semé les deux Russes, évitant ainsi une mort certaine et probablement atroce, Antoine et Pirot avaient marché plusieurs kilomètres. Ils se rendaient vers leur refuge. Cette vieille maison abandonnée, au beau milieu de nulle part, sur cette route entre l'West Quay et Factory Town. Cette vieille bâtisse, aussi insalubre soit-elle, était pourtant actuellement leur seul salut. Ils n'étaient pas les seuls à avoir eu cette idée. Tib et Tols avaient fait de même. Rien d'étonnant. Ils les attendaient sur le pas de la porte. Le soulagement se devinait sur le visage de Tib à la vue de ses amis. Putain les gars, mais vous nous avez fait flipper là, on a cru que vous étiez morts. Non, ça va, on n'a rien. Les quatre amis entrèrent dans la maison. Bon, et on fait quoi maintenant? On va passer la nuit ici, on verra demain matin. Mais je pense qu'il va falloir quitter le pays. On est grave dans la merde là les gars. Vous savez quoi, si on s'en sort vivant, moi je demande Amélie en mariage. Antoine a raison. Faut qu'on se barre de ce pays avec l'argent et on finit nos jours tranquilles sous les tropiques. Ouais, c'est beau de rêver. Non, moi j'ai une autre idée, mais ça va pas vous plaire. Vas-y, dis toujours. On rejoint Lou, on lui explique qu'on est désolé, on lui file le fric et les documents, et terminé. Non mais t'es un malade toi mon gars. Il nous tuera. Alors on se rend aux flics. Ah non, moi je remets pas les pieds en cage. Et puis même, on est dans une affaire d'espionnage là. Il y a des mecs haut placés qui sont mouillés. Si on fait ça, on est mort aussi. Toll se laissa alors éclater sa rage contre Antoine. Mais putain, toi ta gueule, c'est de ta faute si on en est là maintenant. Tib haussa le ton à son tour. Mais venez, on va voir mon pote comptable, putain de merde. Pirot s'interposa pour calmer le jeu. Bon allez, stop, c'est bon là. On verra demain. 15 septembre, 1 heure du matin. Les quatre amis avaient veillé toute la soirée, se racontant des histoires sans grand intérêt et surtout sans rapport avec la situation. Il faisait froid et ils avaient faim. Antoine fut le premier à aller s'allonger sur un vieux matelas. Tourmenté par les événements de la journée, il ne parvenait pas à trouver le sommeil. Toll se s'allongea lui aussi sur un matelas, non loin d'Antoine. Lui non plus ne ferma pas l'œil. Il était énervé. Lui qui n'avait jamais été partant pour ce cambriolage ne pouvait à présent s'empêcher d'éprouver un profond ressentiment envers Antoine qui l'avait entraîné dans cette histoire. Il en voulait également à Tib et Pirot pour leur insouciance. Tu ne maîtrises plus du tout la partie, pas vrai? Je ne l'ai jamais vraiment maîtrisé. Personne ne maîtrise jamais vraiment rien. La réussite ou l'échec d'un homme n'est jamais réellement de son fait, mais plutôt d'un concours de circonstances. La vie est un jeu où l'aléatoire domine. Lorsque nous parlons de hasard ou bien de notre liberté, nous parlons en réalité de notre ignorance. Telle la chute d'une série de dominos, nous sommes soumis aux mêmes lois de la causalité. Mais nous n'en sommes simplement pas conscients. Notre représentation du monde n'est que partielle. Or, ce que nous croyons de la réalité nous influence plus que la réalité elle-même. Toll se regretta instantanément d'avoir posé la question. Contrairement à Antoine et Tols, lorsque Pirot alla se coucher, il s'endormit presque instantanément. Il paraissait tout à fait serein. Tib fumait une dernière clope à la fenêtre, observant l'obscur paysage figé devant lui. Il pensait fort à Amélia. Une fois de plus, elle était loin de lui. Il espérait que ce soit pour moins de 3 ans cette fois-ci. Il se souvint alors qu'il avait loupé la sortie de The Great Man. En effet, ce film intéressait Amélia, et ils avaient initialement prévu d'aller au cinéma pour l'occasion ce soir. Raté. Dégoûté, il lança son mégot par la fenêtre et alla se coucher sur le matelas à côté d'Antoine. Là, à voix très basse, Tib réitéra son plan à son ami. Écoute ce que j'avais imaginé Antoine. On se casse en Californie. Là, mon père et moi, on utilise l'argent du braquage pour acheter une menuiserie. On vous embauche tous les trois, on fera passer le reste de l'argent comme étant le bénéfice de notre entreprise. T'en penses quoi? Antoine devait se rendre à l'évidence. Le plan de Tib était cohérent. Il lui répondit néanmoins d'une voix peu convaincante, comme pour dissimuler son adhésion. Oui, c'est une bonne idée. Mais
Il laissa planer un silence, afin de se laisser plus de temps pour réfléchir à une réponse. Tib, sentant l'entourloupe arriver, creva l'abcès. Mais quoi? Comment tu comptes justifier l'investissement de départ? Tu n'as officiellement pas de quoi boucler tes fins de mois, et ton père croule sous les dettes. Tib reprit avec vigueur. Eh ben justement, c'est là qu'intervient mon pote comptable. Il a déjà eu ce genre de situation à gérer par le passé, il connaît les bonnes combines. Antoine se contenta de lui répondre par un soupir, avant de fermer les yeux. Tib comprit qu'il n'aurait pas plus de réponses, et qu'il allait devoir insister davantage une fois la nuit passée. Il ne comprenait pas l'entêtement d'Antoine sur ce coup-là. Certes, la discrétion austère qu'Antoine avait imposée au groupe à l'époque où ils exécutaient les braquages leur avait été salutaire. Mais ce temps était révolu. Et il était à présent temps qu'Antoine lâche les rênes et les laisse profiter du butin. La fatigue eut finalement raison de Tib, ainsi que d'Antoine et de Tols. Plus tard, dans la nuit, Tib fut réveillé par les ronflements de Pierrot. Difficile de se rendormir ensuite. Il faisait froid, et ce vieux matelas pourri était décidément trop inconfortable. Putain, il fait froid à mort, quel trou de merde. Une subite envie d'uriner le gagna. Il se leva pour aller pisser à l'extérieur de la maison, tout en continuant à rouspéter dans sa barbe. Ras-le-bol. Tout en se soulageant, il observait au loin les immeubles familiers du Westgate. Jamais il n'aurait pu penser ça auparavant, mais ce ghetto malfamé lui manquait. Il était en tout cas bien plus confortable que cette maison syphilitique qui tombait en ruine. C'est alors qu'il aperçut au loin des phares d'une voiture en approche. Il s'en retourna précipitamment à l'intérieur de la maison et observa depuis la fenêtre. La voiture s'arrêta juste devant. Platium en sortit, une arme à la main et une lampe de poche allumée dans l'autre, et se dirigea vers l'entrée. Tib se dépêcha d'aller réveiller ses amis. Réveillez-vous vite, les gars! Il y a un mec avec un flingue qui vient d'entrer dans la maison. Platium avait d'ores et déjà commencé à inspecter chaque pièce de la maison une à une. En entrant dans une chambre, il vit une épaule dépassée de derrière une armoire. Il pointa le canon de son pistolet et le faisceau de sa lampe dans cette direction. « Allez, sors de là !» Une voix timide se fit entendre. Ne tirez pas, Où sont les documents? si je vous le dis. Vous promettez de ne pas me tuer? Tout ce que je peux te promettre, c'est que si tu ne parles pas, tu es un homme mort. C'est alors que Platium entendit un bruit derrière lui. Il se retourna, mais n'eut guère le temps de réagir. Pierrot lui brisa un manche à balai sur le crâne. Platium tomba à terre et perdit connaissance. Antoine et Tib entrèrent à leur tour dans la pièce. Eh ben, Pierrot, on peut dire qu'une fois de plus, tu tombes à pic. Mais grave, j'ai trop flippé ma race. Antoine observa l'homme au sol. Une minute, là. Ce type, c'est celui qui est venu cambrioler chez moi la nuit dernière. Tu le connais? Non. Et comment ça se fait qu'il connaisse cet endroit, alors? J'en sais rien. Bon, de toute façon, maintenant, on n'a plus le choix. On ne peut pas rester ici, c'est trop dangereux. On se casse. Oui, voilà, et on va chez mon pote comptable. Bon, ok, j'imagine qu'il n'y a pas d'autre solution de toute façon. Bon allez, on prend l'argent et les documents et on suit Tib. Pierrot s'interposa. Ah non, les documents, on les laisse ici. C'est justement à cause de ça que tout le monde nous traque. Sauf qu'on en a besoin. Ça peut encore nous sauver la vie. Regarde, imagine ce type ait trouvé les documents avant de tomber sur Tols. Il lui aurait probablement tiré dessus sans réfléchir. C'est même certain. Ouais. Bon, ok. Pierrot ne fut pas convaincu, mais n'ayant pas de contre-argument, il céda. Peu de temps après que nos amis eurent quitté les lieux, Platium reprit ses esprits. Il se releva et continua de faire le tour de la maison comme s'il ne s'était rien passé. Il aperçut alors que la trappe qui se situait dans la pièce principale avait été ouverte. Il comprit tout de suite que ce qu'il était venu chercher n'était plus ici. Il quitta les lieux, prit sa voiture et roula jusqu'à une cabine téléphonique. Les premières lueurs du soleil apparaissaient. Il entra dans la cabine, se saisit du téléphone et composa un numéro. « Allô, grand maître.
Les 4 jeunes garçons se trouvaient bien à l'endroit que vous m'aviez indiqué. Mais ils ont réussi à m'échapper. Vous avez les documents? Non, toujours pas. Bon, j'ai compris, je vais devoir m'en occuper personnellement. Vous occupez-vous d'éliminer toute trace, c'était moi. 7 heures du matin. Au commissariat, l'inspecteur Jedi était assis, la tête sur son bureau, le visage plaqué contre des feuilles de papier. Il s'était endormi en lisant les dossiers de nos 4 jeunes braqueurs, la veille. C'est alors que la porte s'ouvrit. Inspecteur Jeudi, vous avez passé la nuit ici ou quoi, ma parole? Jedi se réveilla en sursaut, Hein? Ah bah oui, on dirait bien. les yeux encore à moitié fermés. Il retira la feuille de papier qui était restée collée sur son visage. Bon, écoutez, mon petit, l'agent Roll ne s'est toujours pas remis de sa blessure et la CIA commence à s'impatienter. Ils veulent des résultats et vite. Je vais donc maintenant travailler à plein temps avec vous sur cette affaire, ok? Ok, bonne nouvelle. C'est pourquoi je vais être instantanément prévenu dès que vous aurez la moindre piste, compris? Ah, toutefois, prenez tout de même votre matinée et allez vous reposer. Vous avez une sale tronche, mon vieux. En ville, les libraires commençaient à vendre leurs journaux. Les gros titres faisaient référence à la fusillade survenue la veille au Café des Sports. On pouvait y lire, dans une rhétorique parfaitement alarmiste, qu'il s'agissait non pas d'un classique règlement de compte dans l'OSK, mais d'un attentat terroriste. En première page se trouvaient les photos de nos 4 jeunes amis. Il n'en fallait pas plus pour créer un climat d'insécurité dans toute la ville. 9 heures du matin. Dans un petit immeuble délabré en bordure du Westquay, un homme montait les escaliers. Les marches en bois craquaient sous ses bottines à chacun de ses pas. La tapisserie au mur était sale et déchirée, et les communs de l'immeuble sentaient le tabac et la pisse. Bref, un immeuble banal du Westquay. L'homme emprunta ensuite un couloir du 4e étage avant de frapper à la porte d'un appartement de son poing ganté. Il était grand et habillé d'un trench noir cintré, dont tous les boutons avaient été soigneusement fermés. Son visage était pâle, ses cheveux blancs et ses yeux rouges. C'était un albinos. Après moins d'une dizaine de secondes à peine, la porte de l'appartement s'ouvrit. Ah, Alex, c'est toi. Viens, entre. La jeune femme l'emmena dans son modeste appartement. C'était une belle blonde sexy au teint pêche. Elle était vêtue d'une jolie robe fluette blanche à pois noirs et portait des ballerines assorties, blanches à semelles noires. Habituellement souriante, elle ne semblait pour l'heure pas très enjouée. Putain, c'est la merde. Normalement, ça aurait dû être qu'un simple braquage, mais là, ça a complètement dérapé. Ça a pris beaucoup trop d'ampleur, toute la ville devient folle. C'est alors que l'albinos passa sa main sous son trench pour en sortir un pistolet, muni d'un silencieux, et le pointa en direction de la jeune femme. Mais... Platium, qu'est-ce que tu fais? Platium abattit de sang-froid la belle jeune femme d'une balle dans la poitrine. Agonisant, essayant d'avaler un air qui n'entrait plus dans sa bouche, des larmes apparaissant sous ses paupières, Jenny ne comprenait pas son sort funeste. Elle qui avait toujours été serviable avec tout le monde, telle était sa récompense? Pourquoi? Il semblerait qu'elle emportera cette question sans réponse avec elle. La belle Jenny, d'habitude si souriante, venait de rendre son dernier souffle. Plus loin en ville, dans le running, la voiture de nos 4 amis était à l'arrêt devant un bureau de tabac. Tols, Antoine et Pyro se trouvaient à l'intérieur du véhicule et attendaient Tib, qui était parti s'acheter des clopes. Pyro mangeait le croissant qu'il s'était acheté 10 minutes plus tôt, et il semblait aimer ça. Il s'impatientait. Bon, qu'est-ce qu'il fout? Dit-il la bouche pleine, se mettant des miettes plein la barbe. Toll s'était agrippé à son volant. Il avait l'air dépité. Nous avons commis une grosse erreur en faisant ce braquage, les gars. On s'est grave mis dans la merde.
Ne dramatise pas. On a 3 millions de dollars, je te rappelle. Ce n'est pas tout le monde qui peut en dire autant. On est riche maintenant. Ah oui, super. Je vais pouvoir m'acheter un cercueil en or grâce à vous, les gars. Merci. Ah, tu me fatigues. Par l'intermédiaire du rétroviseur, Tols regarda Antoine, assis à l'arrière de la voiture. Dis-moi, Antoine, c'était quoi la suite du plan, normalement? Je veux dire, si on n'avait pas eu entre nos mains ces putains de documents que Lou, les flics, des Russes et un putain d'assassin albinos recherchent... Non, parce que ça résout pas le problème de l'argent suspect. On aurait continué de l'entreposer dans notre vieille maison dégueu sans jamais y toucher? Arrête, Tols. T'es lourd, là. Non, mais j'aimerais comprendre. Je n'y avais pas trop réfléchi, à vrai dire. Mais j'imagine qu'on aurait pu tranquillement s'expatrier dans un pays chaud. Bah c'est réussi. C'est encore faisable. Cette histoire de documents, c'est juste un contretemps, voilà tout. Tib entra dans la voiture, une clope au bec et un journal à la main. T'en as mis du temps. Les gars, regardez le journal. C'est avec le visage horrifié qu'il leur tendit le journal. Leurs 4 photos se trouvaient en première page. Il était écrit « Fusillade dans l'Ouest Quai. Les 4 criminels les plus recherchés de tout l'état de Woodstock. » Ok. Là, on est encore plus dans la merde, les gars. Oh non, hein. Ce n'est même pas nous qui sommes responsables de la fusillade. Ce n'est pas juste. Nous devons quitter la ville, et au plus vite. Ah mais attends, mon pote comptable, il habite en ville, lui. Trop risqué. On le contactera une fois qu'on sera mis en sécurité. Mais il faut absolument que l'on parte d'ici, et vite. Ce que j'en ai marre, moi. Ce que j'en ai marre. Il démarra la voiture. Nos 4 amis étaient à présent en cavale. Ils quittèrent la ville et empruntèrent l'autoroute de l'Ouest. Après une vingtaine de bornes, à la demande de Tib, ils s'arrêtèrent dans une station-service afin d'acheter des chapeaux et des lunettes de soleil. Ils étaient à présent à l'arrêt sur le parking et commentaient leurs achats. Tib, c'était vraiment nécessaire que l'on s'arrête pour ça? Tib mit alors fièrement ses lunettes de soleil et son chapeau de paille. Évidemment. C'est pour passer incognito, là. Maintenant qu'on est les 4 criminels les plus recherchés de tout l'état de Woodstock. Je refuse de porter ce chapeau ridicule. Mais c'est pas ridicule. Ah, moi, ça me va bien. En plus, il y a du soleil. Bon, c'est vrai que toi, Pierrot, tu devrais toujours porter un chapeau quand il y a du soleil, à cause de ton handicap. Handicap? Il fait allusion au fait que tu sois rasé. Rasé. N'importe quoi. Tols venait lui aussi de mettre son chapeau et ses lunettes. Il se regardait dans le rétroviseur. Ah oui, tout de suite l'air plus discret, là. Tib semblait perplexe. Mais il est pas rasé, Pierrot. Il est chauve. Mais ta gueule. Bon, quelqu'un a encore une connerie à dire, là, ou on peut y aller? Ils empruntèrent ensuite une départementale, abandonnant ainsi Woodstock et ses bâtiments derrière eux. On n'y voyait alors plus que des champs de blé labourés à perte de vue. Ils finirent par s'arrêter dans un vieux motel miteux et perdu au milieu de nulle part, où ils prirent une chambre. Mr. Bixil était en réunion d'affaires chez son comptable. Il avait initialement prévu cet entretien afin d'investir la grande quantité d'argent qu'il aurait dû toucher 3 jours plus tôt. Malheureusement pour lui, cet argent lui était passé sous le nez, et il allait devoir revoir ses ambitions à la baisse. C'est avec un goût amer qu'il fit cette annonce à son comptable, lorsque soudain, son regard se figea sur le bureau de ce dernier, où, entre 2 piles de dossiers, le journal du jour était posé. Il ne connaissait pas les visages de ses ravisseurs, certes, mais il était évident que les 4 personnages en première page, impliqués dans la fusillade survenue dans l'Ouest Quai la veille, étaient les hommes que Lou traquait. Voyant son client pétrifié, le comptable l'interpella. « Mr. Bixil, tout va bien ?» Bixil revint de ses songes, pointa son index en direction du journal et extériorisa toute son animosité. Ces 4 types-là, je suis certain que c'est eux qui m'ont cambriolé. Je vois enfin leur maudit visage. Je vais mettre leur tête à prix. Je les veux morts ou vifs.
2 heures de l'après-midi. Pirot et Antoine étaient confortablement allongés sur le lit, côte à côte. Toll s'était assis bien sagement sur une petite chaise en bois, dans un coin de la pièce, ses mains sur ses genoux. Quant à Tib, il regardait par la fenêtre la ville de Woodstock City, au loin. Elle paraissait si calme vue d'ici. Pirot était allongé, les mains derrière la tête, l'air songeur, avec un petit sourire niais. Les 4 criminels les plus recherchés de tout l'état de Woodstock. C'est la classe tout de même quand on y pense. Très classe, oui. On le ferait écrire sur ta pierre tombale. C'était une chambre tout ce qu'il y a de plus sobre. Un lit, une armoire, une chaise, une table basse avec un téléphone posé au milieu, une fenêtre et une petite porte donnant directement sur l'extérieur. On y accédait en grimpant un escalier qui donnait sur un étroit balcon qui distribuait toutes les chambres de l'établissement. L'accueil et les toilettes, communs pour tous, se trouvaient au rez-de-chaussée. Non, moi, c'est le fait d'être enfermé qui me rend fou, là. Les pubs me manquent. Mec, on est arrivé il y a 5 minutes, et hier encore on était au bistrot. Tim, appelle ton ami comptable s'il te plaît. Ça va, y a pas le feu, là. Relax, les gars. Il se saisit du téléphone et tourna les numéros. Alors, Romain, comment vas-tu? Oui, c'est Tip, tu te souviens de moi? Bon, écoute, je t'appelle parce que j'ai quelques soucis là avec des potes et on aura besoin de ton aide. Oui, une affaire de fric. Mais tu devrais gérer normalement, je pense. Écoute, le mieux c'est que tu nous rejoignes, je te donne l'adresse, t'as de quoi noter? De l'autre côté du combiné, Romain, le journal du jour sous la main, finissait de noter l'adresse dans la marge de la page. Ok, entendu. C'est noté. Romain passera dans la journée et on verra tout ça, d'accord? Allez, ciao. Oui, merci, toi aussi. Ciao, ciao. Tib raccrocha. Eh ben voilà, vous voyez, il y avait pas de quoi s'alarmer. Bon allez, je vais à l'accueil, moi, j'ai vu qu'ils vendaient des casse-dalles. Je vais en profiter pour acheter de la bière aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit bien prudent de sortir de la chambre. Mais c'est bon, t'inquiète, j'ai mon super chapeau et mes lunettes de soleil, on me reconnaîtra pas. J'avoue que j'ai faim, moi aussi. Prends-moi voir aussi un casse-dalle, s'il te plaît. Ouais, pareil. Bon, bah prends-en un aussi, va. Tib s'en alla alors acheter des sandwichs et de la bière. En ressortant du petit local délabré qui servait d'accueil, il heurta malencontreusement Dame Dina, qui, elle, voulait y entrer. Cela lui fit perdre son chapeau. « Oups, pardon, ma petite dame. » dit-il avec un sourire séducteur. Sans prononcer la moindre parole, la Russe lui rendit un léger sourire de son charme naturel. Mais ce sourire cachait quelque chose de plus qu'une simple attraction physique. Étant donné qu'il avait les mains prises, Tib mit un certain temps à ramasser son chapeau. Une fois celui-ci remis sur sa tête, il salua la jeune femme et retourna vers sa chambre. Dina ne le lâcha pas du regard. Tib bombait le torse tout en montant les escaliers, se pensant irrésistible, avant d'entrer dans sa chambre. Chez lui, le comptable Romain avait composé un nouveau numéro de téléphone. Il tenait le journal, avec les photos de nos 4 amis bien en évidence. Allô, Mr. Bixil. Vous n'allez pas me croire. Devinez qui vient d'appeler Romain. L'un des types que vous recherchez, Tib. Romain le connaît car il travaillait pour lui à une époque, et sa photo est dans le journal. Le pauvre n'a vraiment pas de bol, hein. S'il savait que Romain travaille pour Bixil maintenant. Romain n'a jamais pu le blairer de toute façon, ce sale gosse prétentieux. Vous voulez l'adresse de là où il se cache avec ses copains? Bixil nota l'adresse. Parfait, merci bien. Il raccrocha et composa un autre numéro. Allô, Lou? Je sais où sont ces 4 fumiers. Je veux que tu ailles me les chercher sur le champ. T'as de quoi noter? Lou nota l'adresse. Ok, tu peux compter sur moi. Il raccrocha. Hobbs, dépêche-toi, on se casse. Lou était dans la cuisine de son appartement. Ooms arriva depuis le salon. Qu'est-ce qui se passe, patron? Allez, bouge ton gros cul dégueulasse. Je sais où sont les 4 merdeux. On va aller les saigner. Je vais cercer les hommes? Non, pas de temps à perdre. Ils ne doivent plus nous échapper. On va s'en occuper nous-mêmes.
Depuis l'immeuble d'en face, Koskov espionnait l'appartement de Lou avec une paire de jumelles. Ah, prépare-toi Chris, on va devoir y aller. Attends, y a Dina au téléphone pour toi. L'appartement dans lequel les deux agents se trouvaient était non habité et totalement vide. Ils y étaient entrés par effraction, la veille, après avoir fait la rencontre de Lou, dans le but d'espionner ses moindres faits et gestes. Malgré l'absence de locataire, la prise téléphone était tout de même fonctionnelle, et Koskov avait pris soin d'y brancher un appareil afin de rester en liaison avec sa chef. Koskov se saisit du combiné. Allô Dina? Pas le temps de te parler là, on repart en filature. Dina était à l'autre bout du fil. Laisse tomber ce loup et rejoignez-moi à l'hôtel. Je viens de croiser un des mecs que l'on recherche. Je l'ai reconnu à sa photo dans l'avis de recherche publié dans le journal. Ils sont à 2 chambres de la mienne. Dépêchez-vous! Elle raccrocha et quitta l'accueil du motel. L'homme qui tenait cet établissement était un vieux Pakistanais, rongé par le travail. Il était en ce moment même dans la remise, à l'arrière. De là où il était, il avait pu entendre toute la conversation entre les Russes. Il tira le rideau troué de la remise, revint se placer derrière le comptoir de l'accueil où se trouvait le téléphone et composa à son tour un numéro. Allô? Police? Au commissariat de Whitstock, un agent de police entra précipitamment dans le bureau de l'inspecteur Jedi. Inspecteur, on a repéré nos 4 malfrats. Ils sont dans un motel à environ 1 heure d'ici. C'est le shérif local qui nous a prévenus. Jedi bondit sur son porte-manteau afin d'attraper son imperméable et son chapeau. Ok, allez, on décolle. Dites au shérif de ne surtout pas intervenir avant notre arrivée. Dans leur chambre du motel, Tib avait distribué les 4 sandwichs et ouvert le pack de bière pour ses compagnons. Alors? Tout s'est bien passé? Ouais, nickel. Bien qu'il ne s'arrête jamais, le passage du temps vous semblera différent selon les circonstances. Il vous semblera rapide si vous êtes en train de faire l'amour ou si vous êtes au pub avec des amis. Mais il vous paraîtra affreusement long si vous êtes enfermé en prison ou, comme aujourd'hui, dans la chambre d'un vieux motel miteux. Alors, quand c'est comme ça, il faut l'aider à s'écouler. Nos amis étaient tous les 4 assis sur le lit. Ils jouaient à un jeu de cartes italien. Allez Pierrot, dépêche là, ça se joue vite normalement ce jeu, sinon c'est chiant là. Je réfléchis. Mais t'es con ou quoi? Il y a un 2 et un 6 posés. Tu réfléchis à quoi? Ne me saoulez pas, sinon je ne joue plus. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit en fracas. C'était Lou. Il avait ouvert la porte d'un grand coup de pied. Cela n'était bien sûr pas nécessaire, mais ce genre d'entrée théâtrale avait l'avantage d'annoncer la couleur. Il entra dans la chambre, suivi de Holmes, tous deux armes à la main. Tel le gibier apeuré, nos braves compagnons bondirent tous les 4 du même côté du lit. Regarde-moi ça, Hubs. On dirait qu'on a frappé à la bonne porte. Je dois dire que vous avez réussi à me causer de sacrés ennuis. Mais il y a une chose que vous allez apprendre avant de mourir. C'est que face à Lou, on perd toujours. Allez, fini de jouer maintenant. Dites-moi immédiatement où vous avez caché les valises. Toll se déglutit bruyamment avant de lui répondre. Si on parle, tu dois nous promettre que tu nous laisseras la vie sauve. Parce que vous croyez être en position de négocier quoi que ce soit? Malheur au vaincu. Non. Par contre, si vous parlez pas, vous allez souffrir avant de mourir. Je trouverai ces valises de toute façon, avec ou sans vous. Je n'ai juste pas envie de perdre mon temps à les chercher. C'est alors qu'un claquement de main se fit entendre dans le dos de Lou. Quelqu'un applaudissait. Lou se retourna et vit derrière lui les 2 Russes. Chris les tenait en joue, tandis que Koskov tapait des mains. Joli discours. Une étincelle jaillit du canon de Chris, suivi d'un bruit de détonation étouffé par le silencieux.
Une giclée de sang macula les draps du lit, et Holmes s'effondra dessus. Lou le regarda, puis regarda à nouveau les Russes. C'était bien la première fois qu'on le voyait avec des yeux terrorisés. Koskov fixa Lou du regard. Malheur aux vaincus. Chris abattit Lou. Je l'avais bien dit qu'on finirait par le descendre, cet enculé. Nos 4 amis assistaient à la scène avec effroi. C'était à peine croyable. Lou, le maître incontesté du Westquay, ainsi que son fidèle bras droit, venaient de mourir. Leur corps gisait là, juste sous leurs yeux apeurés. Les draps, auparavant d'un blanc impeccable, ne tardèrent pas à s'imbiber de leur sang et à se colorer d'une teinte rouge vive. Les truands payent souvent de leur mort la violence qu'ils ont exercée durant leur vie. Une voix féminine et douce se fit alors entendre à l'entrée de la chambre. C'est ainsi que la partie s'achève. Dame Dina, la dame rouge de Russie, entra à son tour dans la pièce et vint se placer entre ses 2 robustes tours. Elle observa les pions face à elle, tous les 4 alignés comme sur un peloton d'exécution. Chris, reste dehors et assure-toi que personne ne vienne nous déranger. Oh non, mais je voulais leur broyer le crâne, moi. Obéis, camarade Chris. Chris sortit tout déçu. Leur broyer le crâne. Dina s'adressa ensuite aux 4 amis. Vous avez en votre possession quelque chose qui nous appartient. Donnez-nous les documents, ainsi que l'argent. Tols posa la question habituelle. Mais vous allez nous tuer ou pas? Faites ce que je vous dis! Comprenant qu'ils étaient à la merci de la redoutable femme soviète, les 4 amis sortirent les 4 valises de dessous le lit et les posèrent dessus. Dina afficha un sourire de satisfaction et de soulagement. La partie était bel et bien terminée et elle avait gagné. C'est bien, mais vous nous avez causé bien des soucis. Je lis dans vos regards que vous n'êtes pas méchants, vous êtes juste stupides. Mais vous avez tué notre ambassadeur. Cette action ne peut rester impunie. Vous allez mourir pour cela. Antoine fit un pas en avant. Attendez, si je vous donne une information très importante, vous nous laisserez la vie sauve? À l'extérieur, Chris se fit entendre. Dina, il y a une voiture de police qui arrive au loin. Qu'est-ce que je fais? Mais Dina continuait de s'intéresser à Antoine. Je vois pas bien ce qu'un type dans ton genre pourrait m'apprendre. Antoine devait absolument prendre de vitesse la si charismatique Dame Dina. Il en allait à présent de sa survie. D'un léger tremblement de voix, il avoua enfin. Ces documents militaires qu'on vous a envoyés récupérer sont totalement factices. Tout le monde regarda Antoine d'un air troublé, y compris ses 3 amis. N'importe quoi! Tu dis ça pour gagner du temps. J'en ai assez entendu. Camarade Koskov, descends-les. Mais c'est totalement vérifiable pour quelqu'un comme vous. Lisez-les, vous verrez. Antoine parlait à un rythme de plus en plus véloce, coupant ainsi l'herbe sous le pied à son interlocutrice, comme pour stopper les Russes dans leur action. Et cela fonctionnait. Agacée par la dissonance que venait de provoquer en elle ce jeune homme effronté, Dina devait désormais en avoir le cœur net. Pourquoi m'aurait-on envoyé jusqu'ici pour venir chercher de faux documents? Mais justement, vous êtes fait rouler. Le but de Big Seal était de vous arnaquer. Toujours à l'extérieur, Chris alerta. Dina, il y a plein de voitures de police qui arrivent au loin. Qu'est-ce que je fais? En effet, du balcon où il était, Chris avait une vue imprenable sur l'horizon. La route départementale coupait en 2 un panorama parfaitement dégagé, avec au bout Whitstock City. Il y distinguait alors au loin, sans problème, les dizaines de voitures de police avançant sur cette route telle une colonie de fourmis. Mais Dina était toujours troublée. Les mots d'Antoine l'avaient laissé perplexe. Nous devons partir. Vous allez venir avec nous. Je veux vérifier si ce que vous dites est vrai. Le motel était complètement encerclé par les voitures de police, gyrophares en fonctionnement, rendant le décor presque psychédélique.
L'inspecteur Jedi arriva au volant de sa Ford Shaybox bleu ciel. À peine sorti, un agent de police vient l'interpeller. On a fouillé l'établissement dans son ensemble, interrogé les gérants et les autres clients. Tout retourné, mais rien. On ne les a pas trouvés. Ils ont dû prendre la fuite juste avant notre arrivée. Ils ne doivent pas être bien loin. Envoyez des patrouilles à leur recherche. C'est déjà fait. Par contre, nous avons retrouvé le corps de Laurence Rowe dans la chambre où il se trouvait. Ils l'ont assassiné. Laurence Rowe? En êtes-vous sûr? Aucun doute. Jedi faisait rebondir sa clé de voiture dans sa main. J'avais prévu de m'occuper de lui une fois cette enquête terminée. Voilà qui ne sera plus nécessaire. Un homme à l'allure de cow-boy vint les rejoindre. Ah, inspecteur. Je vous présente le shérif de cette commune. C'est lui le premier à être arrivé sur les lieux du crime. Ouais, dommage qu'on m'ait demandé de vous attendre. Quelques minutes plus tôt et je les tenais. Écoutez, shérif, j'ai de bonnes raisons de l'avoir fait. L'un de ces hommes est un terroriste, et nous devons nous montrer très prudents. Nos 4 amis et les Russes avaient réussi à s'échapper du motel sans être vus, en empruntant un petit chemin de terre coupant à travers champs. Tous les 7 s'étaient répartis dans les 2 voitures. Tols roulait sa berline, Pyro était à côté de lui et Dina et Chris étaient à l'arrière. La carabine était conduite par Koskov, accompagné d'Antoine et Tim. Au bout d'un moment, sous ordre de Dina, ils s'arrêtèrent au milieu de nulle part. Une fois tous les 7 sortis des voitures, Dina inspecta scrupuleusement chaque page du fameux rapport tant convoité. Le soleil cognait. Une légère brise soulevait des nuages de poussière et de paille par intermittence. Tols était assis sur le capot de sa voiture. Il n'avait de cesse de bâiller gorge déployée, tout en se frottant régulièrement les yeux. Antoine regardait l'horizon. Ce paysage n'avait rien de plus à offrir que des champs de blé labourés et s'étendant à perte de vue. Cette immensité le faisait se sentir insignifiant, tout comme il l'était face à la situation actuelle. De temps à autre, sa curiosité le poussait à regarder Dina, plongée dans sa lecture, imperturbable. Elle était plutôt mignonne lorsqu'elle était concentrée. Dire que cette beauté pouvait décider de leur mort en un claquement de doigts. Chris, le potentiel bourreau, était quant à lui en train d'astiquer le canon de son arme à l'aide d'un chiffon blanc. Tib en était à sa 2e clope en 10 minutes. Les mains dans les poches de son veston, le col de sa chemise relevé, il tournait lentement en rond autour des voitures. Chaque fois que son reflet apparaissait dans une vitre, il marquait un petit temps de pause afin de s'admirer. Pyro était appuyé sur le côté de la berline, fumant tranquillement sa cigarette, l'air serein. Koskov vint se placer à côté de lui, tenant une cigarette éteinte. T'as du feu, mec? Sans lui répondre ni même le regarder, Pyro lui tendit son briquet. Koskov s'en saisit et alluma sa clope. C'est bizarre, tu ne sembles pas inquiet. Il lui rendit le briquet. Un tas de choses bizarres se sont produites ces derniers jours. Oui, mais là on parle peut-être de ta mort. Les choses ne sont plus entre mes mains. Je ne vois pas à quoi ça me servirait de m'enquêter maintenant. Annonça-t-il d'un air parfaitement stoïque, avant de recracher un épais nuage de fumée. Dina referma le dossier et le replaça à l'intérieur de sa valise. Puis, elle approcha d'Antoine, qui la fixait droit comme un piquet. Les schémas sont incohérents, tout comme les équations utilisées. Ça a bel et bien l'air d'être un canular. Vous voyez? Je vous l'avais dit. Vous venez de rendre un grand service à mon pays. Je vous laisse donc la vie sauve. Chris, Koskov, retournons à l'avion et prévenons Moscou que nous rentrons. En un instant, les 3 Russes entrèrent dans leur voiture et partirent. Ils avaient bien évidemment gardé avec eux les 4 valises. Nos 4 amis observaient la carabine disparaître au loin, emportant avec elle tout leur argent. Tel était le prix à payer pour avoir la vie sauve. Ouf. Et ben là,
On peut dire qu'on a eu chaud. Mais à peine eut-il fini sa phrase que Pyro lui envoya un grand coup de poing dans l'estomac. Antoine se plia en deux. Mais putain de merde. Tols et Tib dévisagèrent Pyro avec des yeux exorbités. Pyro fixa Antoine avec un regard empli de rage. C'est toi qui nous as mis dans cette merde. Maintenant tu vas nous dire tout ce que tu sais, sale enfoiré. Comment tu savais que les documents étaient factices? C'est alors que Tols réalisa. Eh ouais, c'est vrai ça. Un hélicoptère de la police passait au loin. Allez, faut qu'on bouge! Pyro ouvrit le coffre de la berline et y entraîna Antoine, qui se laissait faire sans broncher. Monte là-dedans! Puis, les trois amis entrèrent dans la voiture et partirent. 6 heures du soir. L'inspecteur Jedi regagnait son bureau au commissariat de Whitstock. L'agent John l'interpella aussitôt. Inspecteur, j'ai du nouveau au sujet de la prostituée qu'on a retrouvée assassinée ce matin. Pas maintenant, John. Je suis sur une autre affaire. John était un homme toujours de bonne humeur et dont la joie de vivre était communicative. Non, mais attendez au moins d'avoir entendu ce que j'ai à vous dire. Je suis sûr que vous allez être content. Oui, bon, bah dites. Oh, génial. Alors voilà, on a une enquête sur son entourage. Et devinez quoi? C'est une amie d'Antoine Noir. Jedi tomba à la renverse. Mais non, pas possible. C'est un truc de ouf, hein? Et ce n'est pas tout. Une voisine a vu un homme étrange sortir de chez la victime ce matin. Alors on l'a emmené au poste. Questionné, on a finalement fait un portrait robot de notre homme. Et regardez ce que ça a donné. John était si enthousiaste. Il tendit à l'inspecteur le dessin tout en tremblant d'excitation. Jedi lui arracha des mains et observa l'image d'un œil nonchalant. John le regardait à présent avec de grands yeux ébahis et un immense sourire tout en gigotant dans tous les sens, brûlant d'impatience. Ça alors? Platium? Oh, je savais que ça vous plairait. Jedi était loin de partager l'enthousiasme de John. Il était de nouveau plongé en pleine réflexion. Ça ne fait aucun doute. Le meurtre de cette femme et la mystérieuse évasion de prison de Platium sont deux événements liés au vol des documents de la CIA. Platium a la réputation d'être le meilleur tueur à gages du pays. Mais qui pourrait bien avoir besoin de ses services? Et pourquoi? Quel rapport avec nos 4 fugitifs? Un autre agent fit son entrée dans le bureau. Inspecteur, nous avons reçu un appel. Vous devriez aller chez Big Seal. « 6h30 du soir. L'inspecteur Jedi arrivait dans la rue de Mr. Dixie. Il roulait au pas et prenait garde à ne pas écraser les nombreux voisins de quartier se trouvant au milieu de la route et regardant en direction de la villa. Il gara sa voiture et se dirigea vers la demeure. Visiblement, la police n'était pas la première sur place. De nombreux agents de la CIA se trouvaient devant l'entrée. L'un d'eux empêchait les passants d'approcher. Il fit de même avec l'inspecteur Jedi. Ce dernier lui montra son insigne. D'un geste de la tête, l'agent lui fit signe d'avancer. Jedi se dirigea ensuite vers l'entrée. La porte était ouverte, mais une bande Ferrari barrait le passage. À l'approche de l'inspecteur, un autre agent, gants en latex aux mains, releva la bande afin que celui-ci puisse passer sans trop se baisser. En arrivant dans le hall, il vit le corps sans vie de Big Seal au sol, couché sur le dos, avec d'autres agents et un médecin légiste gravitant autour. Ce médecin légiste était un petit bonhomme fort sympathique que Jedi connaissait bien. Mort sur le coup, d'une balle dans la poitrine. Ouh. Exactement comme la fille de ce matin. Ça, c'est la signature de Platium. Jedi savait que les paroles de cet homme étaient dignes de confiance. Ils avaient l'habitude de travailler ensemble. Jedi rencontrait l'homme sur chaque scène de crime depuis de nombreuses années. L'agent de l'entrée leva une nouvelle fois la bande Ferrari. Cette fois-ci, ce fut au tour du colonel Bay d'entrer. Il portait fièrement son uniforme orné de médailles. En entrant,
Il retira ses grosses lunettes de soleil. Il était suivi d'une jeune femme à la chevelure sombre et lisse. Une servante, à en juger par sa tenue. Bonjour, inspecteur. Ravi de vous revoir. Désolé pour votre collègue, colonel. Ce traître, vous voulez dire? Bon, écoutez, inspecteur. Au vu des circonstances, je pense que je peux tout à fait vous mettre dans la confidence à présent. Voilà plusieurs mois que nous avions de gros soupçons quant à l'attitude du commandant Bixil. Cet individu n'hésitait pas à sortir des informations confidentielles en échange de pots de vin. Nous avons donc décidé de lui tendre un piège. Il fit un pas de côté et laissa la servante s'approcher. Voici Sonia, notre espionne qui était chargée de surveiller Bixil. C'est elle qui a rédigé le rapport que nous avons remis au début de votre enquête. Elle nous avait également averti pour la transaction avec l'ambassadeur russe, et nous comptions en profiter pour arrêter Bixil la main dans le sac. Mais comme vous le savez, ce soir-là, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu, et nous n'avons pas pu intervenir. Je comprends mieux maintenant comment la CIA avait donc pu perdre ces documents. Mais ils sont à présent entre de mauvaises mains, et nous devons les retrouver rapidement. Le temps presse. C'est inutile. Ces documents ne valent rien. Un vieux torchon que j'avais pris aux nazis à la fin de la guerre, rien de sérieux. Je vois, pas bête. Vous vous êtes arrangé pour que Bixil se retrouve avec de vieux papiers sans valeur pour ne pas risquer de perdre de vrais documents. Oh là non, pas du tout. En fait, nous avons eu de la chance. Bixil recevait des coups de fil d'un mystérieux inconnu que nous n'avons pas réussi à identifier. C'est cet homme-là qui a arrangé la transaction entre Bixil et les Russes et qui tenait à ce que ce soit ces documents-là précisément. Nous n'avons eu qu'à profiter de cette opportunité. Vraiment? Mais c'est bizarre ça. Pas plus que l'assassinat de Bixil. Mais bon, que voulez-vous? À force de magouiller avec les gangs ou des puissances étrangères, il avait probablement de nombreux ennemis. Ce gros sac n'a eu que ce qu'il méritait. Et maintenant qu'il est mort, cette mission est terminée. Ce qui m'interpelle, c'est qu'un inconnu ait voulu que ce soit ces documents-là précisément. Nous avons tenté de l'identifier sans succès. Il ne disait jamais son nom et appelait toujours depuis une cabine téléphonique. Et jamais de la même, qui plus est d'après le standard. Et cela a continué même après le braquage. Il semblait très nerveux à l'idée que ces documents soient perdus et voulait que Bixil les retrouve. Vous étiez là, vous, quand le meurtre a eu lieu? Non, le meurtrier a dû attendre que je parte en course pour frapper. En rentrant, j'ai trouvé Bixil au sol et j'ai immédiatement averti le colonel. Jedi se tourna à nouveau vers le colonel. Non, je regrette, colonel, mais quelque chose ne va pas. Et je pense qu'il serait plus prudent de retrouver ces documents. Retrouvez-les si ça vous chante, mais je vous répète qu'ils ne valent rien. Le gars s'est trompé de dossier, voilà tout. Ce n'est plus de notre ressort. La nuit tombait. Dans le Golden Queen, l'inspecteur Jedi roulait au volant de sa voiture sans s'arrêter, suivant des routes au hasard. Perdu dans ses pensées, il n'avait de cesse de se répéter que quelque chose ne tournait pas rond dans cette histoire, comme si un élément très important manquait. Du haut de cette colline, il aurait pu admirer la vue imprenable sur les lumières de Whitstock City qu'il surplombait, mais il ne les voyait même pas. Tout en roulant, il réalisa qu'il n'était à présent plus très loin de la maison où vivait le chef Jacob. Lui aussi se payait le luxe d'habiter le Golden Queen. Il décida donc de s'y arrêter pour lui toucher 2 mots quant à ses réflexions sur l'enquête. 2 cerveaux valent mieux qu'un pour trouver des solutions. L'inspecteur Jedi arriva devant la maison de Jacob. C'était une belle et grande maison située au bout d'une impasse. Le jardin devançant la demeure était bien fourni. On aurait dit une petite forêt, apportant à la demeure un côté sauvage. Un petit chemin en galets, éclairé par de petits lampadaires, mena l'inspecteur jusqu'à la porte d'entrée. Jedi se saisit du heurtoir et frappa à la porte. Après un court instant, celle-ci s'ouvrit assez brusquement. Jacob afficha un visage étonné. Oh, inspecteur Jeudi. Mais qu'est-ce que vous foutez là à cette heure-ci, bordel? J'ai besoin de vous parler. L'étonnement et la contrariété du visage de Jacob firent place à la compassion. Ouais. Bon. Allez, entrez. L'intérieur de la maison de Jacob était richement décoré et très sobre à la fois.
On y entendait un morceau des 21 Nocturnes du compositeur polonais Frédéric Chopin. La musique résonnait dans toute la demeure, lui donnant un aspect encore plus grandiose. Seule la modeste tenue de l'hôte venait dénoter avec la richesse des lieux. Jacob emmena Jedi dans le bureau. C'était probablement la pièce la plus décorée de la maison, et sans doute aussi la plus désorganisée. Certains meubles avaient leurs tiroirs grands ouverts, d'autres servaient de reposoir à des verres vides, paperasses, cendriers ou encore pulls verts. C'était sans nul doute aussi la pièce où Jacob passait le plus de temps. Elle trahissait la personnalité peu ordonnée de son propriétaire. La musique provenait d'un tourne-disque posé sur la petite table dans un coin de la pièce, à côté d'un superbe piano. Le bureau, comme tous les autres meubles de la maison, était l'œuvre d'un petit artisan menuisier de la ville. Jacob attachait beaucoup d'importance quant à la provenance de ses fournitures et tâchait de favoriser les honnêtes travailleurs indépendants et locaux. Quoi d'étonnant. Après tout, il était le héros de Woodstock. Asseyez-vous, je vous en prie. J'allais justement me servir un autre verre. Jacob s'assit derrière son bureau. Jedi prit place face à lui. L'hôte ouvrit ensuite un mini-congélateur derrière lui et en sortit une bouteille. Je sais que vous êtes un grand amateur de whisky, mais laissez-moi plutôt vous faire goûter cette délicieuse vodka. Elle vient tout droit de chez moi, celle-là. Impossible de faire plus fort avec un alambic conventionnel. Ah oui, vous êtes polonais, c'est vrai. Jacob servit l'alcool dans des verres givrés qu'il gardait dans son congélateur spécialement pour la vodka. Après avoir trinqué, ils burent tous deux une petite gorgée. Jacob craqua ensuite une allumette et se ralluma sa pipe en bois qu'il avait laissée sur son bureau. Alors, je dis, dites-moi tout. Que me vaut cette visite en cette heure si tardive? Jedi lui raconta alors son entrevue avec le colonel Bay. C'est pourquoi je suis absolument certain que quelqu'un a organisé tout ça. La rencontre entre Bixil et les Russes, puis le braquage, il s'agit d'un coup monté. Oui, par Antoine Noir. C'est ce que nous avions conclu hier soir, il me semble. Eh bien justement non. Antoine n'était qu'un exécutant en charge du sale boulot. Mais pour une raison que j'ignore, il n'a pas pu ou il n'a pas voulu apporter les documents à son employeur. Il ne se serait pas mis dans une situation si difficile s'il avait tout planifié. De plus, ces documents n'ont aucun intérêt militaire. Ils n'intéressaient donc aucun groupe terroriste. Et pour finir, Bixil continue de recevoir des coups de fil d'un mystérieux personnage après le braquage, et ce dernier a demandé à Bixil de retrouver Antoine et ses amis. Mais de qui s'agit-il alors? C'est forcément quelqu'un qui a de bonnes relations, à la fois avec la CIA, le KGB et les gangs de la ville. Quelqu'un de puissant. Quant aux documents, ils doivent détenir des informations autres que celles auxquelles tout le monde pense, et que notre homme cherche à récupérer. Il nous faut donc les retrouver pour découvrir qui, comment et pourquoi. Eh bien là, inspecteur Jeudi, je dois dire que vous m'impressionnez. Vous faites honneur à votre réputation. Votre perspicacité est remarquable, mais je n'attendais pas que vous alliez aussi loin dans votre raisonnement. Vous deviez simplement me retrouver ces documents. En prononçant sa dernière phrase, il avait sorti un revolver de son tiroir et avait tiré sur Jedi. Le pauvre homme avait basculé de sa chaise vers l'arrière et était tombé lourdement sur le sol. Jedi déglutit péniblement. Il fixait le plafond qui se mit à tourner au-dessus de lui, avant de devenir de plus en plus flou. Son corps, déjà, ne bougeait plus. Il comprit qu'il avait presque touché au but, et que c'est cela qui lui avait coûté la vie. Mais bientôt, la raison, la douleur de sa plaie ouverte, les souvenirs de sa vie, tout cela devint un étrange mélange indiscernable. Puis, tout devint noir, et toutes ses pensées s'évaporèrent peu à peu, avant de disparaître dans le néant. Jacob finissait tranquillement son verre, puis se leva.
Il vint se placer au-dessus du corps de l'inspecteur afin de tâter son pouls et de s'assurer de sa mort. Ce faisant, il releva sa manche, laissant apparaître sous son bras des chiffres tatoués. La couleur bleuâtre du tatouage laissait penser que celui-ci avait de nombreuses années. Tout en posant ses doigts sur le cou de Jedi, Jacob ne put s'empêcher de regarder ce tatouage, comme on ne peut s'empêcher de regarder une cicatrice douloureuse. Il faisait toujours nuit noire. De leur côté, les 4 fugitifs s'étaient arrêtés dans un petit bosquet. Pyro sortit violemment Antoine du coffre de la voiture. T'as intérêt à nous fournir des explications, Antoine. Parle ou je te tue. Antoine leva le bras et retroussa sa manche de sa chemise. Il exhiba ensuite des numéros tatoués de longue date qu'il portait sous son poignet. Puis, il dit « Tols, tu te rappelles, l'autre jour, lorsque je t'ai demandé de m'emmener à la bibliothèque? Change pas de sujet, mec. T'avais emprunté un article ce jour-là. Va me le chercher, s'il te plaît. Je l'ai laissé sous le siège côté passager. Je vais tout vous expliquer.